Donc on va parler du rejet humoral d'un point de vue clinicien, donc vous allez voir qu'il y a des choses qui sont beaucoup plus simples que Jean-Luc et des choses qui ne sont pas tout à fait tranchées. Bon, ça, vous en foutez, mais je le mets. Alors, juste un petit mot pour vous dire que on a encore quelques semaines pour se rappeler que en début d'année est mort un monsieur qui a transformé la transplantation plus que n'importe quel médecin, néphrologue ou chirurgien, c'est Paul Terrazaki. On n'a pas de flèche, bon c'est pas grave. En haut à gauche, en général, si vous avez des rêves de grandeur, vous allez vous dire qu'une fois dans votre vie, vous allez apporter quelque chose qui a changé le mode d'exercice de votre profession. Et bien lui, il l'a fait 2 fois, tout simplement. Ça marche pas vraiment. Bon, c'est pas grave. Donc, il y a très très longtemps, en 69, c'est lui qui a démontré que quand il y avait un cross-match cytotoxique positif, c'était une catastrophe. Et donc ça a jeté les bases de la transplantation moderne. Et avec sa petite plaque de microcytotoxicité, vous voyez qui tient à gauche, c'était connu, sauf que lui, il a compris qu'on pouvait le faire avec 2 microlitres de sérum, et donc on pouvait stocker des sérums, et qu'on n'avait pas besoin d'1 litre de sang du donneur pour le faire. Et puis il a récidivé quelques années plus tard, parce que c'est lui, l'homme qui a adapté la technologie Luminex, qui sert par ailleurs à faire des bêta-HCG, des dosages de testostérone, enfin ça n'a rien de particulier à la transplantation, la technique Luminex. Mais c'est lui qui a eu l'idée de l'adapter à la transplantation, et donc c'est à cause de lui que vous avez mal à la tête sur les fluorescences, sur les intensités moyennes de fluorescence ou émétiques. Alors tout avait commencé extrêmement simplement, puisque ça, c'est ce qu'on appelle les lois d'histocompatibilité, c'est M. Snell, que vous connaissez tous, parce que vous avez vécu ça en D1, qui est si je greffe un organe entre 2 souris génétiquement identiques, et bien elles ne le rejettent pas. Si elles sont génétiquement différentes, elles rejettent. Si je recommence avec une 3e souris, elle rejette de manière accélérée. Et c'était ça qui était intéressant. Si je prends une souris naïve, mais que je lui transmets des cellules d'une cellule qui a déjà rejeté, elle rejette comme si c'était la 2e fois qu'on la greffait. Donc il y a une mémoire qui est spécifique et qui est transmissible. C'est les cellules T, et donc tout va bien. Sauf qu'il y a un seul test qu'on fait avant une transplantation. Et ce test-là, c'est de rechercher des anticorps chez le receveur. Donc malgré cette brillante théorie sur le fait que le rejet de greffe est lié à des cellules T, la seule chose qu'on regarde, c'est ce fameux cross-match qu'a popularisé Terrazaki. Je vais donner un coup de chapeau à l'équipe anglaise qui, en 89, a osé publier ces résultats qui démontrent que si vous greffez contre un cross-match historique, contre un cross-match cytotoxique T, IgG, eh bien, vous avez 90% de perte de vos greffons dans la semaine qui suit. Parce qu'en général, les mauvais résultats, on n'a pas tendance à les publier. Donc grâce à eux, vous savez pourquoi il ne faut pas faire de transplantation à cross-CDC positif. Ça donne ça, et c'est absolument hideux. Donc, on a quand même appris beaucoup plus de choses, parce qu'on fait tous des greffes à cross-match cytotox négatif, mais on s'est rendu compte que on pouvait très bien faire des transplantations chez des souris qui étaient KO pour les immunoglobulines, avec très peu d'immunosuppression. Et quand tout allait bien, il suffisait d'injecter du sérum d'immunisé pour que tout aille mal et qu'on rejette. Donc on savait qu'il y avait une histoire avec les cellules B et les anticorps. Et en fait, c'est Mimi Sarwal, il y a 13 ans maintenant, qui a fait ce très joli papier où elle a commencé à faire de l'expression génique, et donc elle a pris des transplantés, et elle les a classés en fonction de l'expression de leur gène, vous voyez. Et donc elle avait deux aspects différents pour le rejet, qu'elle a appelé A et B, et puis elle avait la toxicité, l'infection, ce qu'on appelait la néphropathie chronique d'allogreffe, et même des transplantés dits normaux. Mais ce qui était intéressant, c'est qu'elle a donc classé ça exclusivement en fonction du profil d'expression des gènes, mais elle s'est rendue compte que le profil B, ils allaient très bien, on traitait le rejet, ça allait très bien. Le profil A, il y avait 50% des patients qui perdaient leur greffon, et quand elle a regardé ce qui était exprimé, c'était des immunoglobulines et du CD20, c'est-à-dire des marqueurs B, des marqueurs d'immunité humorale. Jean-Luc vous a montré la cytotoxicité. Ça, c'est juste pour vous remontrer les MFI, les mean fluorescence intensity.
Pourquoi c'est intéressant? Parce que la sensibilité est complètement différente. Donc là, je vous ai mis 4 patients imaginaires. Le premier a des anticorps tellement forts qu'il est positif en lymphocytotoxicité. Une variante de lymphocytotoxicité qu'on sensibilise avec de l'antiglobuline humaine. La cytométrie dont on vous a parlé et le fameux Luminex. Donc vous voyez, pour le premier patient, ça ne change rien. Vous voyez que le deuxième patient, il y a 15 ans, il aurait été considéré dans certains laboratoires comme non immunisé ou à peine immunisé. Et vous voyez que au fur et à mesure qu'on descend maintenant, les patients immunisés, ça représente quasiment tout le monde. Sur la liste de l'agence de biomédecine, il y a plus de 50% de patients immunisés. Parce que le patient de droite, le numéro 4, on ne détecte qu'au Luminex. Donc il y a 10-15 ans, il aurait été considéré comme non immunisé, on l'aurait transplanté, on aurait peut-être eu des surprises. Donc il y a aussi ça dans l'augmentation du nombre de nos immunisés, c'est la sensibilité de nos techniques. La deuxième chose qui nous avait fait progresser, c'est le C4D, mais ça je pense que Marion vous en a parlé. Donc je passerai rapidement, juste pour vous montrer ça, parce que c'est très très beau, mais je pense qu'elle vous a montré des belles images aussi. Immunofluorescence ou immunoperoxydase, c'est pas grave. Mais ça nous a permis finalement de redéfinir un rejet médié par anticorps qui n'était pas le rejet hyper aigu, soit de l'erreur de groupe sanguin ABO, soit du cross-match positif, avec à l'époque une dysfonction du greffon, des lésions histologiques particulières, on en a parlé sur les capillaires, à l'époque du C4D et des DSA. Et on s'est rendu compte que c'était finalement assez fréquent. Ici, c'est une longue série d'études de biopsie pour rejet ou insuffisance rénale. Et vous voyez sur la colonne de droite le nombre qui était positif en C4D, c'est-à-dire dans lequel il y avait au moins participation d'anticorps dirigés contre le greffon avec une réaction locale antigène-anticorps. Et vous voyez que c'est en gros entre 30 et 50% dans toutes les études, que ce soit en Allemagne, en France, aux États-Unis, en Australie, sauf en Corée du Sud. Ne me demandez pas pourquoi, c'est la dernière ligne. On s'est rendu compte que ces anticorps, il y avait une bonne nouvelle, c'est qu'on pouvait quand même greffer quand il y avait un peu d'anticorps, ce qui n'augmente pas la simplicité des staffs avec nos amis du HLA, mais ça permet au moins aux patients d'être greffés. Vous voyez ici sur la courbe de gauche une survie de greffon en fonction de l'absence totale d'anticorps, c'est la courbe noire. L'anticorps à taux très faible, c'est la courbe pointillée, et un anticorps à taux un peu plus fort, alors Jean-Luc va me taper dessus, c'est pas un taux, c'est une intensité moyenne de fluorescence, c'est pas une concentration, c'est un index de l'activité de l'anticorps qui peut dépendre de sa concentration, de son affinité et de 1000 choses qu'on ne connaît pas. Toujours est-il que c'est quand même quelque chose qu'on peut utiliser en pratique. À droite, quelque chose qui à l'époque nous avait beaucoup étonné, qui est que tous ces patients ne font pas un rejet, heureusement. Et en plus, je rappelle que les rejets, ça se traite. Mais enfin bon. Et quand on étudiait la survie des patients qui n'avaient pas fait de rejet clinique, vous voyez que ceux qui avaient des anticorps, ils avaient une moins bonne survie du greffon, alors même qu'il n'y avait pas eu d'épisode de rejet, le rein n'avait pas gonflé, la créatinine n'avait pas grimpé, il n'y avait pas de fièvre, enfin bref. Tout simplement parce que on a découvert à ce moment-là qu'il pouvait y avoir des rejets infracliniques qui apparaissent doucement, qui progressent doucement sous le radar. Et c'est la célèbre formule de Liesberg. On pense maintenant qu'il y a beaucoup plus de rejets infracliniques que de rejets cliniques en fait. Donc ça ressemble à quoi? Ça ressemble à ça, une jeune femme qu'on biopsie à 3 mois, qui va bien, qui a une fonction rénale stable, sauf que quand on regarde, il y a une glomérulolyte, au milieu vous voyez le marquage C4D, et quand on fait une recherche d'anticorps par Luminex, il y a des anticorps anti-greffons. Donc les biopsies de surveillance, parce que quand on est dans le politiquement correct, on ne peut pas faire des biopsies de protocole, c'est pas bien pour les malades, mais on peut faire des biopsies de surveillance, puisque c'est bien pour les malades. C'est la même chose, mais c'est pas grave. Donc dans les biopsies de surveillance, on peut avoir des surprises comme ça. Et quand on ne fait rien, tout ce qui se passe tout simplement, c'est un jeu de travail d'Alex Loupianecker, c'est que petit à petit, toutes ces lésions dont vous a parlé Marion, qui sont des lésions fixes, qui détruisent le rein, la glomérulopathie, l'allogreffe, l'IFTA et l'artériosclérose, progressent allègrement à 3 mois, à 1 an et à 3 ans. Donc il va falloir traiter.
Mais pour traiter, il faut savoir que ça existe, donc faire des biopsies de surveillance. Alors, Paul Terrazaki, dont je vous ai parlé, a été le premier à se dire qu'il devait y avoir un rapport avec les anticorps, et ça c'est sa première série qui est magnifique, où il a suivi des gens jusqu'à près de 8 ans, avec des sérums à peu près tous les ans. Tant que la barre est blanche, ça veut dire que le greffon fonctionne, et quand elle est noire, le greffon s'arrête de fonctionner. Et vous voyez une chose, c'est que tant qu'elle est blanche, il n'y a pas d'anticorps, excusez-moi, et quand elle est noire, c'est qu'il y a un anticorps antidonneur. Et ce que vous voyez, c'est pour chacun de ces patients, avant l'arrêt de fonction du greffon, il y a présence d'anticorps anti-HLA. Alors c'est compliqué parce que le 5e patient, vous voyez qu'en fait, il a passé 7 ans de sa vie avec des anticorps antidonneurs, alors que le 3e, en un an après la découverte des antidonneurs, le rein est parti à la poubelle. Donc vous voyez que ça nous dit qu'il y a très souvent, Paul dit toujours, mais on va dire qu'il y a très souvent un anticorps mêlé à un rejet de greffe, mais par contre on a visiblement des choses à apprendre pour savoir pourquoi ça prend 6 mois, 3 jours ou 7 ans. Ça vous démontre que, encore une fois, c'est tout doux, et c'est un très joli travail des Anglais. Ils ont regardé, donc ils ont fait des recherches d'anticorps antidonneurs tous les 6 mois. Mais ils ont fait une chose après, ils sont allés regarder s'il y avait quelque chose qui aurait pu leur prédire qu'il y avait un anticorps. Et ce qu'ils vous démontrent ici, c'est qu'à chaque fois qu'ils ont trouvé un anticorps, ils ont trouvé qu'il y avait une protéinurie qui apparaissait dans les mois avant. Et que donc l'anticorps, ce n'est pas le rejet brutal, 400 de créate, je ne pisse plus. Non, ça peut être tout simplement une protéinurie qui apparaît et qui signifie qu'il se passe quelque chose. Et de la même manière, quand on fait des biopsies systématiques et qu'on recherche des biopsies pour insuffisance rénale au cours de la transplantation, ça peut être 2 ans, 5 ans, 10 ans après, et qu'on recherche des anticorps antidonneurs, et bien on en trouve dans plus de la moitié des cas. Enfin, si vous greffez sans anticorps, mais que votre patient développe un anticorps antidonneur après la greffe, ben vous voyez, ça c'est un très joli travail canadien. Vous voyez que ça finit par très mal se passer puisqu'on a plus de 50% de survie. Mais, encore une fois, vous voyez que pour arriver à 50% de survie, il faut 11 ans après la découverte de l'anticorps. Il y en a qui vont le perdre très vite, il y en a qui vont le perdre très lentement. Donc en tant que clinicien, il va falloir qu'on s'améliore parce que c'est difficile au temps zéro de dire je vais vous traiter sauvagement parce que vous risquez de perdre votre greffon dans 11 ans. Pas très satisfaisant. Donc il y a tout maintenant. Le rejet maintenant, ça peut être bien sûr le rejet aigu qu'on voit dans les 15 jours de greffe parce qu'on savait qu'il y avait un anticorps et qu'on voulait quand même greffer notre malade. Ça peut être le rejet infraclinique qu'on voit sur une biopsie, ça peut être un rejet très tardif, ou ce qu'on appelle le rejet chronique. Et donc on a fini par se rendre compte que ce rejet médié par anticorps, c'était probablement une des causes les plus importantes de perte du greffon. Alors la classification de Banff, vous la connaissez par cœur. Juste vous montrer comment cette classification évolue. On n'était pas très contents de voir les lésions vasculaires qui se promenaient dans l'immunité cellulaire et l'immunité humorale. Et donc on a fait une étude avec plus de 2500 malades entre Necker et Saint-Louis, où on a regardé ce qui se passait dans les biopsies rénales. Ça c'est une heatmap et vous voyez très bien que il y a des rejets cellulaires classiques qui sont I et T, donc ça c'est les rejets cellulaires classiques, il y a des rejets humoraux classiques, mais il y a des choses un peu compliquées aussi qui se promènent. Et quand on a fait une analyse comme ça, qui est une analyse en composant principal, c'est une technique classique, sauf qu'il vous faut plus de 1000 malades pour en faire une, et donc c'est pour ça qu'on n'avait pas eu beaucoup de faits en transplantation. Et bien on a découvert qu'il y avait des rejets avec des lésions vasculaires et des DSA, qui étaient très différents des rejets humoraux classiques en noir en haut à droite, et très différents bien sûr en rouge du rejet cellulaire classique qui existe toujours quand même. Et le résultat n'était pas bon, mais surtout de classifier correctement les patients, ça nous permettait de comprendre un peu mieux ce qui allait se passer. À gauche, c'est la surdité de patients classifiés suivant l'ancienne classification de Banff. Pas de rejet cellulaire ou rejet médié par anticorps. Il y a une différence, mais vous voyez qu'à droite,
si on le classifie avec ces 4 types de rejets, donc avec le rejet DSA et lésions vasculaires, c'est la courbe de bleu, vous voyez qu'eux ont un pronostic bien plus catastrophique, et donc vous commencez à sélectionner les patients chez qui il est licite de traiter, parce que vous savez que le résultat va être très mauvais, parce que là vous voyez qu'il ne faut pas 3 ans pour arriver à 50% de survie. Alors, est-ce qu'il faut toujours du complément pour créer des lésions? Théoriquement oui, l'anticorps se fixe à la cible, active le complément, etc. Donc on était très très contents jusqu'à ce que bien sûr on nous démontre l'inverse. Ça c'est un très joli papier de Bob Colvin. Il a pris un modèle de souris, une souris transplantée du cœur, et il a pris un anticorps dirigé contre le HLA de la souris, le HLA murin. Et puis, comme c'est la souris, on peut faire plein de choses. Donc on peut prendre un anticorps qui a un isotype qui active le complément, ou un anticorps qui a un isotype qui n'active pas le complément. Et malheureusement, il avait à peu près les mêmes lésions dans les deux cas. Donc, sans dire que le complément ne sert à rien, ça veut dire que le complément, ce n'est pas la seule manière d'abîmer un organe quand on a un anticorps anti-organe. Et Alex Loupy-Necker a regardé et a trouvé exactement la même chose, c'est-à-dire quand il a regardé les patients qui avaient une biopsie des patients, il y avait en gros une grosse moitié de patients C4D pose et une petite moitié de patients C4D-, mais les lésions histologiques n'étaient pas très différentes entre les C4D+, certains C4D+, et certains C4D-. C'est-à-dire que le C4D, ça nous a fait énormément progresser. Si c'est là, c'est très important, mais si c'est pas là, ça ne veut pas dire qu'il n'y a aucune immoralité et qu'il n'y a aucune lésion liée aux anticorps. Juste pour vous rappeler une chose, parce que à la fin, vous finissez par vous dire que les molécules HLA, c'est fait uniquement pour rendre misérable la vie du transplanté et du transplanteur. Non, ça fait plein d'autres choses. Sans vouloir être mystique, vu la taille que ça représente dans un génome, ça ne peut pas être là qu'au cas où l'espèce soit suffisamment dégénérée pour décider de prendre des bouts d'un individu pour les mettre à un autre et empêcher que ça marche. Non, non. Et curieusement, ou pas, les HLA, c'est comme beaucoup de choses que vous connaissez à la surface d'une membrane, c'est un domaine transmembranaire et ça transmet un signal. Et ça, c'est un très joli travail d'Hélène Reed. Et même pour ceux qui s'intéressent à ça, ça passe par la voie des mTOR. Donc c'est finalement assez logique et c'est pas là que pour vous ennuyer et vous donner mal à la tête sur le DR52 et le DQ0104. Donc le C4D, pour moi c'est l'atome de bord. C'était fondamental pour arriver à comprendre les choses, mais en pratique c'était trop simple de dire il doit y avoir du C4D, il doit y avoir des compléments à chaque fois qu'il y a un rejet. Donc ça, vous connaissez tout sur le banc, si ce n'est que ça évolue. Et si vous avez un peu de temps, en mars prochain, à Barcelone, c'est pas trop loin, il y a le Banff 2017, vous êtes les bienvenus, il y a un tarif spécial étudiant. Alors, pour un clinicien, c'est bien gentil, un jour on va vous dire il y a un anticorps, et maintenant qu'est-ce que vous faites? Vous traitez, vous ne traitez pas, vous transplantez, vous ne transplantez pas, quel est le risque de faire un rejet ou une perte de greffon? Eh bien, ce qui vous intéresse à ce moment-là, ce n'est pas le fameux petit P dont l'auteur entière vous parle en disant ben oui, mais j'ai une différence statistiquement significative. Quand vous avez un patient en face de vous, en consultation ou dans un lit d'hôpital, ce qui compte, c'est la valeur prédictive positive. C'est-à-dire de dire, vous avez les plus grandes chances de faire un rejet ou pas. Et là, eh ben, c'est un peu plus compliqué. Si vous regardez ici, vous avez 3 tests, le cross-match, DDS en Elisa, DDS en Linex. Vous voyez qu'on devient de meilleur en meilleur, la sensibilité augmente, donc on détecte de plus en plus, mais la valeur clinique baisse, puisque vous voyez qu'avec le DSA Linex, 35% de risque de faire un rejet. Donc est-ce que vous allez traiter quelqu'un avec des drogues potentiellement dangereuses, qui vont donner des effets secondaires, qui risquent de donner des infections, des cancers, alors qu'il a une chance sur 3 de faire un rejet? Pas terrible. Donc il faut essayer de s'améliorer. Alors il y a une technique, ici, c'est de coupler le Luminex avec un bon vieux cross-match à l'ancienne sur les sérums anciens. Vous voyez que là, on arrive à 72%. Si vous avez un DSA qui sort et que vous avez un cross-match rétrospectif positif, 72%, vous avez tous les arguments nécessaires pour traiter votre patient. Mais on peut ne pas avoir le cross-match, on peut ne pas avoir surtout de quoi faire un cross-match parce qu'il n'y a plus les cellules de donneur, surtout quand c'est un donneur décédé. Donc on a essayé de progresser.
et on a regardé les anticorps fixant le complément, justement. Alors, tout au début, c'est toujours génial. Si vous travaillez sur quelque chose, écrivez le premier papier. Vous voyez, là, c'est extraordinaire. Alors, évidemment, il y en a 18, ça aide, mais vous voyez qu'il y a 100% de valeurs prédictives positives, 100% de valeurs prédictives négatives, 100% de sensibilité, 100% de spécificité, la vie est belle. Bon, mais 18, on s'est dit que c'était peut-être un peu court. Alors, quand on monte à 193, ben, vous voyez que déjà, c'est toujours intéressant, puisque clairement, en gris, c'est des anticorps qui fixent le complément dans le test. En blanc, c'est des anticorps qui ne fixent pas le complément. Il y a plus de C4D, il y a plus de rejets, il y a plus de pertes, mais vous voyez que là, c'est pas 100 et 0 quand même. Et puis nous, on a regardé de nouveau dans notre cohorte Saint-Louis-Necker sur plus de 1000 patients, et je pense que Marion vous l'a montré aussi. Et donc, ce qu'on a vu, eh ben, c'est qu'encore une fois, les pertes de greffons, c'était beaucoup plus fréquentes chez des gens qui avaient des anticorps fixant le complément. On a vérifié ça par une analyse multivariée, parce qu'il faut toujours se méfier, hein. Sinon on finit par dire que les gauchers ont plus d'accidents, c'était le cas aux États-Unis, hein, donc ils ont une surprise pendant 20 ans, alors qu'on se rend compte que, par un effet assez curieux, il y avait plus de gauchers célibataires, et que les célibataires, eux, ont plus d'accidents. Donc les gauchers ont payé pour les célibataires. Ceci pour vous dire, non, mais les multivariés, c'est très important, parce que si vous regardez qu'une seule chose, vous pouvez trouver une différence. Mais l'association, ce n'est pas la causalité. Et c'est extrêmement compliqué. Donc les multivariés, ça vous permet d'avancer d'une étape et de dire, bah oui, mais c'est pas dû au fait que mes gauchers sont célibataires. Donc, à quoi ça sert le C1Q pour un clinicien? Eh bien ça. Si vous regardez les valeurs prédictives positives, je vous ai dit qu'elles étaient entre 28 et 30% pour un test Luminex standard. Avec le C1Q, elle passe à 57%. Donc là, vous avez plus d'une chance sur deux. C'est peut-être pas assez encore pour traiter un malade, mais déjà on progresse. Pour la perte du greffon, ben, c'est un peu moins, parce que n'en déplaise à Paul, il y a quand même d'autres manières de perdre un greffon qu'un rejet humoral. Alors, il n'y a pas que le test au C1Q, hein, ça c'est un test dans lequel le docteur Taupin a été mêlé. Mais c'est un autre test de fixation du complément, c'est des tests qui sont en train d'évoluer, on a beaucoup de choses à apprendre, et ça montre en gros la même chose, c'est-à-dire que pour des raisons pour lesquelles on pourrait discuter, les anticorps qui fixent le complément dans un tube sont plus dangereux à court terme que les autres. Alors après, on s'est intéressé à quelque chose qui sont les sous-classes d'IG. Alors ça, il faut repartir dans votre cours de D1, où on vous avait appris que les immunoglobulines G, ben, il y avait des G1, G2, G3, G4, comme dirait Prévert, avec un intérêt quand même, c'est que certaines fixent très bien le complément et d'autres peu ou pas. Et donc on s'est dit, peut-être qu'au lieu de regarder la fixation du complément qui peut être artefactuelle, peut-être qu'on peut simplement regarder les sous-classes d'immunoglobulines. Donc c'est ce qu'on a fait dans une petite série de 650 transplantés. Voilà le résultat. Et là, je dois vous dire que Denis Biglietti et Carmen ont passé quelques heures à essayer de trouver un moyen de représenter les résultats. Parce que le complément, on peut vous dire c'est simple, ça fixe ou ça fixe pas. Ça va. Sauf que dans votre sérum, vous avez des IgG1 et des 2 et des 3 et des 4, et quand on fait le test, eh ben, par exemple, vous voyez à droite, vous avez 3 patients qui avaient des DSA IgG4 et rien d'autre. Aucun autre DSA qui n'était pas IgG4. Vous voyez, il y en avait 31 qui avaient des DSA IgG1 et rien d'autre. Et vous voyez qu'il y en avait plein au milieu qui avaient des DSA qui étaient certains IgG2, d'autres IgG3, certains IgG4. Donc c'est un peu compliqué. Ce qui n'empêche que donc, maintenant vous connaissez l'analyse en composants principales, et on se rend compte d'une chose, c'est que le rejet infraclinique, c'est très nettement en corrélation avec la présence d'IgG4 et le rejet aigu clinique avec l'IgG1 et surtout l'IgG3. Par exemple ici, vous voyez que le rejet, quand on a une IgG3, c'est dans les 35 jours, alors que quand on a une IgG4, c'est dans les 365 jours, et que la fonction rénale est plus altérée quand on a une IgG3 à 28 ml que quand on a une IgG4 à 46. D'accord? Donc ça colle bien avec la clinique. Et quand on fait des courbes de survie, vous voyez les IgG3, la courbe de survie est bien moins bonne. Et pour nous, en tout cas dans cette série, c'était encore plus informatif que le test de fixation du C1Q, des sous-classes. Mais c'est encore plus compliqué comme test et ça coûte encore plus cher. Donc la question, c'est qu'est-ce que vous allez faire?
puisqu'on a le choix entre plein de choses. On a toujours notre bonne vieille cytotoxicité, on a le screening en phase solide. Jean-Luc, pour vous épargner, ne vous a pas parlé de la grande discussion sur le phénomène prozone, est-ce qu'on rajoute de l'EDTA ou est-ce qu'on fait des titrations? Parce que tout ça, ça a un petit détail sordide en ce moment, ça coûte très très cher. Et si vous avez 200, 300, 400 patients sur une liste d'attente, et que vous voulez faire à chacun du Luminex single antigen, du C1Q, ou une titration, et la même chose qu'on voulait transplanter, ben, ça fait très très cher, et pour l'instant on ne peut pas se le permettre. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a eu une réunion de la Société internationale de transplantation qui a dit, bah, essayons de mettre un peu d'ordre, et voilà ce qu'ils vous disent. Il faut prélever au moins 2 sérums avant la transplantation et en faire au moins un par technique sensible Luminex. À la transplantation, le cross-match cytotoxique, on n'en sort pas, sauf si vous pouvez faire un cross-match en cytométrie de flux. Et puis ensuite, ce qui était intelligent, c'est qu'il y avait des gens de tout le monde. Il y avait des gens d'Afrique, d'Amérique latine, d'Amérique du Nord, d'Europe, dont des gens qui n'avaient pas beaucoup d'argent. Et donc, on est arrivé à une conclusion qui était, moi je trouve assez intelligente, qui était prélever, ça ne coûte rien, centrifuger, stocker au congélo, ça ne coûte quasiment rien. Si vous n'avez pas les moyens, si vous faites 150 transplantations par an, si vous n'avez pas les moyens de faire 300 recherches d'anticorps antidonneurs par an, au moins prélever les sérums. Comme ça, s'il y a un patient qui a un problème, vous pourrez toujours revenir au congélateur et retester pour savoir si c'est en rapport ou pas. Et donc voilà, vous pouvez prendre le papier, le premier auteur c'est Brian Tate, qui a été publié en 2013 et qui vous dit exactement quand il faut prélever et quand il faut tester. Et la chose que je rappelle, c'est qu'à chaque fois que vous trouvez un anticorps, il faut faire une biopsie, ou alors c'est un exercice de futilité. Ça ne sert à rien, parce que je vous rappelle qu'on est médecin, on traite des malades et pas des anticorps, et pas un sérum. Donc si vous trouvez un anticorps, il faut faire une biopsie. Voilà, donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on a une technique de pays riches, surtout à Saint-Louis, donc on prélève tous les 3 mois, mais on ne teste pas tous les 3 mois quand même. On ne fait pas un single tous les 3 mois. Jean-Luc nous a converti au single antigen le jour de la greffe, qui est une merde, moi j'adore ça, c'est vraiment super pour savoir exactement les risques de votre patient. 3 mois, 1 an, on fait une biopsie et une recherche d'anticorps antidonneurs, et puis on teste à chaque fois qu'il y a une dysfonction rénale, un changement d'immunosuppression, c'est-à-dire qu'il est hors de question d'essayer de supprimer des corticoïdes ou d'arrêter des inhibiteurs de la calcium sans chercher des anticorps d'abord. Si le malade nous quitte, ça arrive rarement pour aller quelque part, ou si on pense qu'il ne plante plus bien son traitement. Et encore une fois, DSA, biopsie. Et sur ce, on a rattrapé notre retard.